Je passe donc tout de suite la parole à M. Lino Leonardi. J'ignorais, mon cher Lino, votre titre officiel qui est tellement impressionnant. Maintenant, je ne sais même pas dans quelle langue c'est. Directeur du Siena Institute Opera del Vocabolario Italiano. Enfin, bon. Et vous allez naturellement nous parler d'exotique. De quoi d'autre pourriez-vous nous parler, mon cher? Merci, cher secrétaire perpétuel. Et Paul Meyer a toujours raison. Ce mot de Gaston Paris, nous le connaissons par les témoignages du philologue italien Pio Raina, qui ajoutait la réaction de Paul Meyer lorsqu'on le lui avait rapporté, mais bien sûr que j'ai toujours raison. L'anecdote, en plus de souligner la personnalité opposée des grands maîtres de la philologie française, est révélatrice du prestige qui, dès l'époque fondatrice, est reconnu à l'école de Chartres dans le domaine philologique. C'était alors, et c'est encore aujourd'hui, un prestige caractérisé par une attention spéciale pour le document, pour la lecture et l'interprétation des données textuelles dans leur historicité, en accord avec l'identité et la mission même de l'école. C'est dans ce sens qu'on peut lire, à titre d'exemple, la plus importante objection adressée par Meyer à Paris contre l'idée de normaliser la surface graphique et phonétique des textes du Moyen-Âge pour les rapprocher de la norme moderne. La juste limite est dépassée et nous entrons dans les terrains des conjectures ou même de la fantaisie. Dans la même lignée, on peut aussi rappeler la confession de Jacques Monfrein, qui occupa la chaire de philologie romane dans la seconde moitié du XXe siècle et dont je ne peux pas oublier la sévère bienveillance. Un irrésistible attrait du document original m'a conduit dans trop de directions diverses. Comme le souligne Françoise Vieillard, qui lui succéda en 1989, il s'agit d'une philologie qui ne craint pas de travailler d'abord au ras du test. Cette dimension solidement ancrée à l'étude des manuscrits, à la lettre de texte, est du reste bien représentée par la survivance de l'intitulé de chaire « Philologie romane », auquel s'ajoute l'histoire et tradition manuscrite des textes littéraires. Deux aspects, philologie et tradition manuscrite, peut-être encore répandus par exemple dans le système italien, mais absolument spécifiques à l'élite qui lie en France l'école de Chartres à l'école pratique des hautes études, puis à l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire du texte. Ces niveaux d'excellence dans leur fidélité à une tradition d'études a parfois maintenu l'école de Chartres comme en marge du débat sur la méthode exotique. Au début du XXe siècle, ce sera Joseph Bédier, dans sa chaire au Collège de France, qui entamera une véritable révolution dans l'art d'éditer les anciens textes. Et on sait bien que Meyer n'avait pas appuyé sa nomination, les jugeant trop peu philologues. Et à la fin du XXe siècle, ce sera l'éloge de la variante de Bernard Cerchilini, dont les compétences proprement philologiques ne se révèlent pas toujours à la hauteur de son ambition, qui déclenchera une discussion, surtout hors de France, menant à la revendication d'une nouvelle philologie. Alors que, d'autre part, les conseils pour l'édition des textes médiévaux, que l'école de Chartres, 10 ans plus tard, publiera 10 ans plus tard sous la direction de Françoise Vieillard, Olivier Guillaujanin et Pascal Bourguin, ne produiront aucun débat, alors qu'ils constituent une contribution fondamentale également au niveau de la méthode. Sous quelle forme cette solidité philologique peut-elle trouver un rôle dans les systèmes scientifiques et intellectuels d'aujourd'hui et de demain? Une réponse très intéressante a été proposée par Frédéric Duval il y a quelques années, avant qu'il soit appelé à la chaire de Paul Meyer, dans un article intitulé « À quoi sert encore la philologie ?» Les deux axes principaux de l'intérêt renouvelé pour la philologie se situent, et je suis obligé de simplifier, d'une part dans l'importance toujours croissante de l'herméneutique, qui a mis fin à l'époque structuraliste et a remis au centre de l'attention le paradigme interprétatif par excellence, l'interprétation du texte.
D'autre part, dans la signification identitaire, également au niveau sociologique et politique, que l'on attribue au concept de patrimoine culturel et qui comprend naturellement, outre les objets manuscrits, les patrimoines immatériels des textes qui y sont contenus. Je me permettrai d'ajouter, comme une frontière qui est en train d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche philologique, la révolution numérique, qui permet et impose à la fois un nouveau rapport à la textualité. Les premiers aspects liés à l'herméneutique touchent le cœur même de la philologie, comprise comme la forme la plus complète de confrontation critique à un texte, de sa genèse à sa diffusion. L'interprétation est à la fois un présupposé et le but ultime de la philologie. Elle sera toujours présente derrière mes brèves réflexions que je vous propose de dédier toutefois aux deux autres aspects. Tant la référence au patrimoine que le défi numérique soulèvent en effet un enjeu stratégique en ce qui concerne le sujet qui m'a été confié, l'ectotique. Et les deux thèmes sont centraux pour une institution comme l'École de Chartres, qui a adopté le patrimoine comme un des deux mots-clés dans la formation de ce que Jean-Michel Lignot a récemment défini comme les archéologues de l'avenir, et qui est à l'avant-garde de l'innovation numérique dans le domaine philologique. La focalisation sur le patrimoine entraîne facilement avec elle la valorisation des objets tangibles garantissant la transmission de la culture, dans notre cas, les manuscrits. Dans cette optique, le risque que prévale une vision muséale de la culture textuelle, qui serait concentrée plus sur la conservation que sur la recherche, est fort dans un contexte global où le rôle culturel de l'Europe apparaît toujours plus marginal, replié sur son passé comme sur un bien physiquement important, mais qui n'est pas pour autant significatif pour notre présent. Les sommes considérables investies par les institutions nationales et communautaires dans la digitalisation des manuscrits, si on les compare aux investissements dans la recherche sur le contenu de ces mêmes manuscrits, sont les signes tangibles d'une direction précise. D'autre part, ce qu'on appelle la philologie digitale s'est jusqu'à présent développée surtout sous la forme d'archives des données, était caractérisée par une multiplication infinie de matériaux permise par la toile et poursuivant les mirages désormais atteignables de rendre accessible au public en temps réel toute la documentation utile aux philologues. La perspective particulariste et autoréférentielle, privilégiant la multiplicité des témoignages hypertextuels, doit aussi son succès au fait qu'elle repose sur un principe partagé par les mythes du patrimoine européen. Notre seul bien sont les manuscrits, qui constituent la seule réalité historique et sûre dont nous disposons, en deçà des reconstructions nécessairement arbitraires opérées par les philologues. C'est justement cette certitude qu'évoqua Joseph Bédier dans la célèbre formule employée pour son édition de la chanson de Roland, la copie d'Oxford, notre seul bien tangible réel. Un siècle plus tard, les principales collections de textes médiévaux français annoncent désormais dans les titres les manuscrits dont dérive l'édition. Non plus Merlin, roman du XIIIe siècle, mais le roman de Merlin en prose, roman publié d'après les manuscrits, etc. La mise en valeur de cette multiplicité des témoignages manuscrits face aux textes à reconstruire est désormais un processus accompli. Ce qui manque, et dont on ressent de plus en plus le besoin, est la logique complémentaire qui se propose de produire un texte capable de synthétiser les données de la tradition après les avoir interprétées du point de vue diachronique. À côté de la vérité des manuscrits, il manque la vérité du texte et de son histoire. Plutôt qu'une question de méthode désormais vieille d'un siècle entre Lachmann et Bédier, il s'agit en réalité d'un point de vue différent. Se focaliser sur la synchronie d'un seul manuscrit finit par obscurcir la diachronie dont ce manuscrit est témoin,
renoncer à interpréter par des hypothèses rigoureusement établies les données de la transmission d'un texte dans le classement de ces manuscrits empêche de distinguer, même dans chaque manuscrit, ce qui est le fruit d'une innovation de ce qui est une transmission fidèle. Enfin, cela empêche d'écrire l'histoire d'une tradition avant même de reconstruire un texte. Je passe sur un exemple, et c'était un exemple qui montrait comme l'idée de suivre un seul manuscrit ou une seule version du texte, si elle n'est pas accompagnée par une évaluation rigoureuse de sa dimension diachronique, fournit une image complètement altérée de cette version ou de ce manuscrit, jusqu'à en justifier une correction qui n'est pas juste. Pour la philologie française, un changement de perspective de cette portée vers un retour aux raisons de la philologie en tant qu'histoire de la tradition ne peut, à mon avis, être promu qu'à partir de l'école de Chartres. C'est dans ce sens que va, ou en tout cas, j'aimerais le lire dans cette optique, le récent travail de Frédéric Duval, Le mot de l'édition du texte. Ce répertoire raisonné des terminologies philologiques a le grand mérite de réunir des concepts et des procédures élaborées et communément utilisées par des écoles et des traditions différentes, de la philologie classique à la philologie italienne, de la critique génétique à la philologie des imprimés. Les résultats est donc dans le même temps un retour des méthodologies désormais presque oubliées en France, mais aussi une ouverture toute nouvelle au développement de la philologie internationale, dont l'expérience française avait fini par se retrouver isolée. Je suis heureux d'y trouver, par exemple, le terme diachronie, qui remonte bien sûr à la linguistique des Saussure, mais qui a été introduit en anecdotique par Contini dans l'acception que je viens de mentionner. Et je voudrais donc tenter de contribuer à l'élargissement de ce répertoire, qui est conceptuel avant même d'être lexical. D'autant plus que depuis quelque temps, on discute de lancer le projet d'un grand dictionnaire international des philologies qui pourrait présenter et partager de façon critique les principes fondamentaux de la théorie ecdotique avec une approche transversale aux différentes écoles de pensée. Je vous propose donc 3 mots. Aucun n'introduit de nouveautés substantielles, mais tous permettent, à mon avis, de renouveler d'anciennes pratiques philologiques dans la direction souhaitée. Le premier est entropie. Étant donné qu'il indique la mesure du désordre moléculaire d'un système, à savoir les degrés d'indétermination avec lesquels sont connus les éléments stables et mobiles d'un système, le concept d'entropie peut aider à définir la multiplication des variantes d'un texte d'une façon qui n'est pas totalement rationnelle et ordonnée, mais qui soit historiquement structurée, en dépassant ainsi l'idée fluide et indistincte de mouvance. Une application concrète peut être, par exemple, l'évaluation du taux d'innovation présent dans un témoin déterminé. Dans le travail d'édition en cours du cycle de Guiron-Lecourtois sur la base d'un stéma qui se laisse reconstruire dans ses lignes principales, nous avons été en mesure d'identifier les manuscrits les plus fiables en mesurant les lésions singulares de chaque manuscrit par rapport à sa famille d'appartenance. Certains manuscrits se révèlent donc faussement conservatifs, s'ils n'innovent pas singulièrement, mais appartenant à une famille très innovante, héritent de toutes les innovations de leur famille. D'autres manuscrits appartiennent par contre à une famille conservative, mais ont tendance à réécrire et à innover les textes. Même sans tirer des conclusions, pour l'édition critique, cette analyse est fondamentale pour écrire l'histoire de la tradition manuscrite. Le deuxième mot est anachronisme. Habituellement, il s'agit de l'accusation portée aux éditions qui prétendent reconstruire le texte au-delà du simple manuscrit. En réalité, toute lecture et toute transcription des manuscrits médiévaux implique nécessairement un certain taux de modernisation et donc d'anachronisme.
D'ailleurs, cette condition est depuis longtemps acceptée sans aucun embarras par la recherche historiographique. Elle a été relancée, par exemple, par les travaux de Georges Didier Huberman, qu'il a appliqué à l'histoire de l'art. Et il est donc étonnant qu'elle soit ignorée par des spécialistes qui se réclament justement de la consistance historique du document. Depuis Bloch et Brodel, l'anachronisme de toute reconstruction historique est en effet reconnu comme inévitable et a donc cessé d'être considéré comme une valeur négative. Bien au contraire, il constitue la condition même du travail historiographique. Pour ce qui est de l'établissement du texte, une approche consciemment anachronique visant à la reconstruction d'un texte impose au philologue la plus grande rigueur dans ses choix et exige que les corrections apportées au manuscrit ne soient pas introduites en fonction des critères aléatoires tels que l'évidence ou la préférence, qu'elle en évoque trop souvent, mais en fonction d'une hypothèse scientifique organique. Une telle approche devrait aboutir à un résultat plus vrai que la prétendue réalité de chaque manuscrit. Soit le texte à l'origine de la révolution bédiériste, le lait de l'ombre. Nous savons que Bédier renonça à dessiner un stemma qui irait au-delà des couples de manuscrits sans en définir les rapports avec l'original, avec les lignes parallèles. De là, la décision capitale de se baser sur un seul manuscrit. Néanmoins, même une structure minimale du stemma comme celle-ci, pour autant qu'on ne craigne pas l'anachronisme inhérent au choix philologique, permet de constater que le lait de l'ombre est stable dans tous les manuscrits pour 56% du texte. Le calcul est fait sur les 100 premiers vers de lait de l'ombre, pourcentage qui s'élève à plus de 75% si on exclut les leçons singulares de chaque manuscrit. Ce qui reste incertain est une partie du texte que l'on peut juger importante si l'on prétend atteindre la totalité du texte originaire. Mais si l'on admet l'impossibilité de ce résultat, ce qui est unanime depuis longtemps dans toute école philologique, pourquoi devrait-on renoncer à reconnaître que presque 80% de notre poème est parfaitement reconstructible? Pourquoi devrait-on renoncer à ce degré de connaissance du texte et de son mouvement dans les manuscrits? Il suffira d'avouer qu'un certain nombre de leçons dans le texte qu'on publie ne sont pas certaines et accepter le degré d'anachronisme que notre texte aura par rapport à chacun de ces témoins manuscrits. Mon dernier mot est présence. C'est un concept qui, sous différentes formes, a été appliqué à la philologie encore par Gianfranco Contini et plus récemment par Hans-Ulrich Gumbrecht. La philologie trouve son sens ultime si elle est en mesure de reproposer les textes du passé, non seulement à une lecture érudite et antiquisante, mais aussi à la culture contemporaine. En Italie, ce thème est particulièrement vif de par l'existence d'un auteur comme Dante, qui s'est toujours imposé à la culture italienne comme un classique à lire dans les écoles secondaires, comme une partie de l'identité culturelle nationale. C'est pour cela aussi que la philologie italienne a adopté une habitude d'adaptation de la graphie médiévale qui rend moins difficile l'accès à la surface du texte de la Commedia. Dans la tradition française, en revanche, l'adhésion totale à la graphie médiévale a été réglementée il y a un siècle et pour la divulgation, on a fait recours à la traduction, cas emblématique, les volumes médiévaux de la Pléiade, alors que pour le texte de la Renaissance, on a adopté sans problème une pratique de normalisation. Je me demande s'il ne serait pas envisageable, plutôt que d'offrir au grand public une traduction souvent nécessairement simplifiée et banalisée, de présenter aussi un texte médiéval dont la surface graphico-phonétique ait été simplifiée, afin d'assurer une plus grande lisibilité. Il y a quelques années, j'avais déjà osé proposer un exemple que je vous répète, vous avez aussi une feuille d'exemplier. C'est la scène de la mort de Tristan dans le texte de Thomas. Les
toilettage que j'ai proposé n'a touché qu'aux traits de surface, soit purement graphiques, soit concernant les éléments de la phonétique, notamment de pertinence anglo-normande. Et les résultats, si je ne me trompe pas, a acquis un degré de lisibilité qui, tout en maintenant rigoureusement l'identité lexicale, syntaxique, métrique du texte médiéval, peut concurrencer les versions en français, en prose française, telles que l'ancienne paraphrase Mirable par Joseph Bédier ou la traduction récente par Ian Short. Je ne veux pas affirmer que cette petite expérience peut être considérée comme plus qu'une provocation. Cet exemple a seulement pour but de montrer la nécessité d'envisager toutes les possibilités qui permettraient de garantir la présence des textes du Moyen-Âge dans les canons littéraires si fragmentés de notre époque. Il s'agirait là sans doute d'une sorte de trahison de l'enseignement de Paul Meyer. Mais il faut tout de même rappeler ce qu'il avoua à un de ses amis, avec un sentiment que l'on peut deviner lié à la difficulté de traduire la science philologique en actualité culturelle. Savez-vous pourquoi Gaston Paris est un plus grand philologue que moi? C'est parce qu'il sait danser. Merci. Merci, cher Lino, et d'avoir terminé sur la capacité à danser de Gaston Paris, qui, dans la bouche de Paul Meyer, ne cesse de nous interroger. En vous entendant, je dois dire que, par moments, je croyais entendre Félix Lecroix, ce qui montre que la différence entre bédiériste, au moins supposé, et lachmanien n'est pas aussi forte que certains le pensent. Mais il me semble, nous avons dit que la discussion est reportée à la fin, il est temps de faire une pause et je propose, sans rime, qu'elle se prolonge jusqu'à 25. Nous savons bien que ce sera la demi, mais enfin ça ira encore, nous sommes presque dans les temps.